Du savoir à partager, des voix à écouter. Une chronique de Bernard Saillag de À la Cantorade, en partenariat avec l'Université du Temps Libre de Guichen. Une parenthèse curieuse et vivante pour explorer des sujets passionnants, racontés par celles et ceux qui aiment transmettre. Bonjour à toutes et à tous, et donc bonjour Monsieur Lezo. Bonjour à vous. Eh bien l'ADN, c'est Watson et Crick en 1953 qui l'ont découvert, cette double hélice, selon le nombre d'or, dit-on aussi, que l'on retrouverait partout un peu dans la nature, on entend un petit peu parler, et cet ADN, c'est une révolution quelque part, et une évolution aussi d'autre part pour la suite, dans le cadre des enquêtes de gendarmerie ou de police en général, puisque avant on avait simplement recours finalement au groupe sanguin, ou précisera, ou aux empreintes digitales, ou pas plus, quoi. Donc il y a différentes techniques, vous nous en parlerez un tout petit peu peut-être, avec plaisir. Par contre, on serait intéressé que vous puissiez vous présenter et présenter une très belle société que vous avez développée ici, qui s'appelle, depuis plusieurs années d'ailleurs, qui s'appelle Forensic Consulting France. Et on en parlera également, puisque vous avez une très longue expérience maintenant dans ce domaine. Et pour vous passer la main, quelque part, vous avez commencé comme gendarme finalement, et après comment ça s'est passé ensuite? Bien sûr, donc moi j'ai commencé gendarme en 1982, vous voyez que c'est vieux, j'ai été gendarme départemental comme tout le monde, comme tous ceux, j'ai commencé en Loire-Atlantique, voilà, jusqu'au jour où, je l'ai dit tout à l'heure, un gendarme spécialisé est venu sur les lieux d'un cambriolage d'une belle résidence chez un médecin nantais qui avait sa résidence en Loire-Atlantique, et il m'a montré comment on prélevait une empreinte digitale sur une boîte. Voilà. Et c'est parti de là la passion. Je me suis renseigné, j'ai suivi des cours, des études, parce que je me suis dit c'est fabuleux ça. Est-ce que vous aviez déjà un intérêt vis-à-vis de la biologie en soi? Déjà petit, je sais pas, quand vous regardiez la nature, les choses comme rapidement, parce que justement l'évolution de l'homme, l'évolution des animaux, c'était toujours des sujets qui m'ont intéressé. Et à partir de ces éléments génétiques, moi je voulais savoir un peu le vieillissement. Bien sûr. Les marqueurs génétiques pour ça, les maladies génétiques, choses comme ça. Ça m'a toujours intéressé. D'accord. Et donc c'est parti de cette formation que vous avez eue par rapport aux empreintes digitales. Et après, alors après, moi, je n'ai jamais arrêté. Je suis venu ici à la section de recherche de Rennes, j'ai passé 17 années. J'ai été instructeur aussi en école de formation. Ça m'a toujours occupé l'esprit, le temps. La vie personnelle et la vie professionnelle. Moi, je me suis formé aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud. Donc, vous êtes formé avec la gendarmerie ou dans les laboratoires de biologie? Tout seul. Vous êtes allé prendre des cours? Exactement. La gendarmerie ne vous offre, si vous voulez, que la formation continue classique, auquel tous les gendarmes ont droit, et les gendarmes spécialistes un peu plus. Mais autrement, non. Moi, je me suis inscrit tout seul dans des universités. Alors, comment vous faisiez? Vous êtes mis en disponibilité pendant les vacances? Non, alors en gendarmerie, ce qui est bien, d'ailleurs, moi je la remercie. De toute façon, je ne serais pas là aujourd'hui sans elle. Mais non, j'ai pris des permissions, donc des vacances. Et puis je suis parti sur mes deniers faire ces formations. Pas le choix. Et donc, à la suite de vos formations, vous êtes spécialisé petit à petit, c'est ça? Médecine légale, biologie moléculaire. C'était mes deux grands sujets. D'accord. Alors, vous avez manipulé aussi en biologie moléculaire un peu? Vous avez appris à extraire l'ADN à partir des cellules, à éclater les cellules, etc. Bien sûr, et les micropipettes. Vous connaissez les micropipettes, les fameuses micropipettes. Dans le laboratoire du professeur Doutremepuche à Bordeaux, qui m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs, avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, oui, bien sûr. Nantes aussi, l'IGNA dont j'ai parlé, l'Institut génétique Nantes-Atlantique. J'ai fait une formation au CHU à Nantes en 2000. Oui, bien sûr, au contact. Sur les paillasses, Vraiment, il faut être au contact pour... Oui, c'est ça. Et
Il y a beaucoup de centres qui travaillent avec la gendarmerie à Bordeaux, donc à Nantes. Moi, j'ai habité Rosny-sous-Bois, le fort de Rosny-sous-Bois. Au fort de Rosny-sous-Bois, il y a le grand, grand laboratoire. Mais je n'ai pas travaillé dans ce laboratoire. Si, bien sûr, Rosny, maintenant, ils sont à Pontoise. Ils sont à Pontoise maintenant. Ils ont déménagé, mais oui, bien sûr. Tout au long de ma carrière, il faut. D'accord. Alors, vous pouvez nous rappeler pour nos auditeurs les différentes techniques parallèles à l'ADN et qui vont être complémentaires ensuite, puisque vous nous avez évoqué nombre d'affaires qui ont été élucidées grâce à cela. Donc, bien évidemment, l'amplification, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est bien sûr que c'est important. Moi, ce qui m'a touché dans toutes ces années d'évolution, c'est le gain de temps d'analyse, l'abaissement du seuil des sensibilités. Il fallait 40 à 60 cellules il y a encore quelques années. Une seule suffit maintenant. Mais vous avez compris aussi que on amplifie mais on amplifie tout ce qu'il y a autour, les pollutions, les contaminations. Donc, c'est bien évidemment. Vous nous avez bien exposé aussi les précautions à prendre. Quand on fait des cultures de cellules, par exemple, il faut être comme un cosmonaute. Exactement. Exactement. Vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc oui, il y a ça, la PCR, bien sûr. Donc l'abaissement de sensibilité, le raccourcissement des temps d'analyse, la qualité des résultats obtenus, et puis tout de suite, cette connexion au fichier, ça vous permet d'aller voir tout de suite si votre empreinte génétique, là, elle est connue ou pas. Une PCR, ça se fait très vite en quelques heures maintenant. Puisque on a quelques milliards de duplications de l'ADN qui se font. Maintenant, c'est quelques heures. Donc ça va assez vite. Ensuite, donc il y a les 3 étapes pour la PCR, 3 étapes fondamentales. Il faut bien sûr d'abord extraire et puis ensuite hybrider et ensuite il faut amplifier. Et donc ensuite on fait migrer sur un gel, c'est du polyacrylamide. Un gel d'agarose. Gel d'agarose ou de polyacrylamide. Et on va faire migrer puisque l'ADN est chargé négativement, c'est ça ? On va vers le plus. Et on va aller vers le plus. Et en fonction du poids, de la charge moléculaire, du poids moléculaire. Absolument. Votre allèle va s'arrêter. On joue sur la charge et sur le poids moléculaire. Et on peut explorer tous les chromosomes de la cellule, je crois. Exactement. C'est ça ? Aujourd'hui, oui. Et vous parliez aussi que l'on avait recours à utiliser parfois, et pas toujours, mais parfois l'ADN mitochondrial qui est circulaire. Il n'est pas en hélice, lui. Bien sûr, 16 359 paires de bases. C'est ça. C'est bien sûr au cœur de la mitochondrie. Oui. Qui est spécifique, qui provient de la mère. La lignée maternelle. Et c'est utilisé ? Oui, bien sûr. Dans les corps putréfiés, les corps de noyés, qui sont vraiment très abîmés, pour lesquels on ne peut pas avoir recours à l'ADN nucléaire classique, on fait de la mitochondrie. Parce que la membrane de la mitochondrie résiste beaucoup mieux. Résistante, oui. Elle a une double épaisseur par rapport à la cellule normale. Bien sûr. Et puis les bactéries n'arrivent pas à rentrer comme ça si facilement. Oui, donc c'est une grande protection. Merci de cette information pour nos auditrices et nos auditeurs. Et donc, qu'est-ce que l'on pourrait dire encore en plus ? Ah oui, j'avais noté une formule mathématique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, une formule mathématique qui prend en compte les données de la défense et les données du procureur pour évaluer la probabilité... là, vous m'emmenez sur la théorie bayésienne. Voilà, théorème de Bayes. Effectivement, ouais. Alors ça, oui. Alors certains magistrats, ou à la demande d'avocats, demandent à ce que les laboratoires aient recours à ça, les calculs de probabilité, en fait. En France, oui. En France, ils ont recours à ça. En fonction d'un résultat qu'on obtient, notamment pour la biologie moléculaire. Essayer, quand il n'y a pas d'identification formelle, essayer de donner un calcul de probabilité de rencontrer cette empreinte génétique dans une population donnée. C'est ça la définition. Et c'est pris en compte, bien sûr, au moment de l'examen de l'affaire, en quelque sorte, quoi. Et vous avez parlé beaucoup du juge von Rindbeck, et lui a utilisé ce genre par rapport à l'empreinte génétique qu'on avait dans le caleçon de Caroline et sur sa cuisse. C'est important. Donc, enfin, je voulais le préciser simplement, parce que ça me paraissait aussi tout à fait intéressant. Et donc, vous nous avez énuméré un certain nombre d'affaires.
c'est impressionnant, comme on a pu résoudre ces affaires, alors qu'on ne voit rien dans un lavabo, par exemple, alors qu'il y a eu des traces de sang. Oui, puis moi, c'est toujours ce qui m'a motivé tout au long de ces années. Là, vous parlez de l'exemple de l'affaire de Sker. Vous rentrez, vous regardez ce lavabo, vous voyez rien. Vous passez le produit, donc le Blue Star, vous arrivez à obtenir cette coloration, vous faites vos prélèvements, vous avez une empreinte génétique, et ça vous amène sur des individus. Attendez, qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Bien sûr, ça c'est... oui. C'est tout à fait important. Mais vous avez bien compris qu'il faut un travail de qualité en amont, sinon... Oui. L'affaire, nous rappelait l'affaire de la plaine fougère, là, où finalement il y avait eu une erreur. On était parti sur une mauvaise piste. Oui. C'est parfois assez navrant vis-à-vis des collègues anglais, par exemple, et vis-à-vis de la gendarmerie et des procureurs ou autres ici locaux, quoi. Donc c'est toujours enseignement que j'ai retiré moi. Il ne faut pas se créer ou créer un coupable. Voyez. Par les a priori, les préjugés, les voisins, on l'a vu, la proximité. Très prudent, bien sûr. Il ressemble, le juge, certains l'avaient vu, mais certainement pas, il ne pouvait pas être à pleine fougère. Non, il était à 50 km, quelque chose comme ça, quand même. Attention. Il faut faire très très attention. Alors justement, à travers cela, il y a le problème suivant, c'est le respect... le respect de l'individu qui est suspecté éventuellement, mais après toutes ces données, elles sont conservées. Et où est l'aspect éthique là ? Quelles sont les limites éthiques que l'on se donne ? Bien évidemment, en France, votre empreinte génétique, si on prend l'empreinte d'un suspect par exemple, va rester au moins 40 ans. 40 ans. Dans un fichier, bien évidemment. Il n'y a pas moyen de les enlever avant. Alors, sur demande de votre avocat, par exemple, d'un avocat, il pourrait demander, il pourrait y avoir une ordonnance express d'un juge d'instruction pour demander à ce que ces empreintes soient retirées. Mais c'est très, très, très rare. Donc, ça reste pendant 40 ans comme ça, quoi. Au minimum. Oui, mais le problème, quand on a été suspecté, on est quand même un peu fiché, si je puis dire, malgré tout. Ça nous suit Michel, dans le monde du travail, dans le monde associatif, etc. Voir sa vie personnelle. Mais alors, monsieur Lezo, vous pensez que l'on peut se donner quelles limites lorsqu'on prélève ? Est-ce qu'on ne peut pas aller même... finalement, je me rappelle, vous parliez de la personne on avait retrouvée, finalement, cette personne à Miami, c'est ça Et cette collaboration, les informations, elles sont au niveau international, elles ne sont pas que nationales. Bien Et là sûr. aussi, c'est 40 ans aussi. Alors oui, parce que, bien sûr, 40 ans, puisque à partir des données qu'on a dans le fichier, mais je dirais qu'elles peuvent aller au-delà de ça, puisque quand ce sont que des données d'enquête, ça peut être conservé beaucoup plus longtemps, bien sûr. Alors il me vient je raisonne un peu en naïf là-dessus, quand un enfant naît, on a son groupe sanguin, par exemple. Quand un enfant naît, on pourrait aussi avoir autre chose. C'est un grand débat, ça. Ce serait un grand débat, parce que finalement, se dire, dans ces conditions, quand un enfant naît, on pourrait avoir sa carte génétique totale. Sur la carte vitale, par exemple, ou sur le dossier médical à l'enfant. On a le groupe sanguin, etc. Vous avez tout sur votre... pourquoi pas une ligne, là, avec votre empreinte génétique. Maintenant, on connaît... Ce serait un coût, peut-être ? Non ? Non, c'est une question. C'est pas énorme. Alors, maintenant, depuis les années 2000, c'est l'équipe de Cohen et autres, je ne sais plus, qui avait décodé tout le génome humain. C'est terminé. Maintenant, on connaît tout. Oui, bien sûr. Sur les 46 chromosomes, on connaît tout. Exactement. Et donc, ça pourrait être une grande sécurité, quelque part, que de se dire, moi, ça me dérange grand débat. Mon code génétique, personnellement. Grand débat. Et ce serait, effectivement, comme vous dites, un grand débat. Voilà, donc, et comment vous voyez l'avenir maintenant, finalement, alors, de cette à la fois de l'ADN et au-delà encore. Ouais, à la fois content et inquiet. Vous avez vu que j'ai abordé un peu le portrait robot génétique. Tout à fait. Bon, attention, moi je trouve qu'il y a aussi, vous avez vu, j'ai parlé des gens qui peuvent se mettre des lentilles colorées sur les yeux, se teinter les cheveux. Attention à ça. Le portrait robot génétique va vous donner un certain nombre d'informations.
Si la personne veut sortir de ce maillage que l'on a bien voulu lui coller avec le portrait robot, il peut très bien le faire. Attention aussi, parce que là, moi ça me gêne un peu. Il y a des éléments comme ça dernièrement qui sont... La généalogie génétique aussi, il faut faire attention. Ça pose des problèmes on montre aussi. des familles sur des... Il y a des familles qui s'éclatent complètement, qui éclatent. Déjà, elles éclatent indépendamment de ça, de toute façon, en plus. Hein. Oui, mais attention quand même. Ouais. Alors, moi, je dis que c'est bien, mais il faut encadrer tout ça. La France, pour ça, a une position qui n'est pas trop mal, en disant, vous avez vu, quand je dis on a du retard, on a du retard, mais c'est parce qu'aussi, on encadre d'un point de vue loi, d'un point de vue règlement. Et je trouve que ça, c'est pas trop mal quand même. Est-ce qu'il y a des liens entre... On parle de commission bioéthique en France, hein, il y a eu des lois bioéthiques par des députés qui ont été... Est-ce que vous avez des relations, vous, la gendarmerie ou votre société Forensic Consulting, par rapport à ça, comment les choses se passent? Avec qui? Avec les commissions bioéthiques, par exemple? Non, pas du tout. J'en avais quand j'étais en activité, gendarmerie, notamment avec le Généton à Évry. J'en avais, mais non, depuis que j'ai quitté, non, j'en ai pas. J'en ai plus. D'accord. Tu voulais pousser une question? J'ai une question, oui, par rapport à une affaire, le petit Émile. Comment se fait-il que de nos jours, on n'arrive pas vraiment à l'élucider, cette affaire? Parce que... Très complexe, à mon avis, problème intrafamilial qui doit être sous-jacent. Oui, manifestement. Voilà, ça saute aux yeux. Un peu comme l'affaire Grégory, ça sent. Donc très difficile. Tout à fait, oui. Une famille aussi qui est quand même assez soudée, c'est assez difficile. La position du grand-père, la position de l'éducation. Voilà, donc ça... À moins qu'il y ait un moment, le noyau familial qui éclate et des éléments qui ressortent. On n'a pas trouvé d'ADN, on n'a pas d'éléments. L'identification de l'enfant, oui, mais le reste... Oui, autre question, est-ce que vous pensez que des affaires très très anciennes, il y en a eu déjà, mais il y en a peut-être d'autres, peut-être des crimes révélés dans l'histoire, qui ont eu lieu dans l'histoire, vous pensez qu'il y a des gens qui vont s'atteler à cela? Pourquoi pas? Peut-être pas la gendarmerie. Non, mais cette fameuse cellule, moi j'aime beaucoup cette cellule, qui est dans le 92, sur les cold cases, ils reprennent des dossiers très anciens, et c'est très bien. On peut remonter très loin. Très bien. Presque aux Égyptiens. Oh nom de Dieu, oui. Là aussi, on a un dossier pas facile. On fait des choses formidables maintenant. On a trouvé, par exemple, le crâne de Louis XIV dernièrement. Non, mais c'est pareil, c'est complètement fou. Oui, pareil pour Descartes, je crois. Enfin, il y a eu des choses comme ça, tout à fait intéressantes. Donc, en tous les cas, maintenant, l'erreur judiciaire serait... Il y aurait moins de risques de faire une erreur judiciaire, à votre avis? Je serais plus prudent. Oui, l'erreur judiciaire, alors c'est vrai que par l'accréditation des laboratoires, on limite, c'est vrai, mais l'erreur judiciaire, si vous ajoutez des éléments d'enquête, des éléments périphériques, elle est toujours là. On a vu l'importance de certains témoignages. Alors, les témoignages faussés, vous allez dénoncer votre voisin, votre cousin, parce que, voyez, donc, attention. Moi, je dis que l'erreur judiciaire, elle est toujours possible. Voilà. Mais c'est en ayant de plus en plus recours à des analyses fiables, contrôlées, qu'on essaiera de les limiter au maximum. Mais l'erreur judiciaire, elle existera toujours. Parce que la science ne peut pas tout régler. Mais non. Tout à fait. Enfin, donc, nous allons clôturer cet entretien en se rappelant ce que vous disiez, parce que tout le monde va réveillonner là prochainement, va utiliser des couverts et ne mettra pas de gants, mais je pense que tout le monde est innocent, n'est-ce pas? Donc personne n'aura à mettre de gants pour laisser ses empreintes. Mais vous avez dit élégant, mais moi je suis élégant. Très bien. Absolument. En tous les cas, merci Monsieur Thierry Lezeau pour cette belle conférence. Tout le monde a été tout à fait intéressé, parce que ça colle à la vie. Malheureusement, les crimes aussi collent à la vie, parce que ils sont l'agression de la vie en soi. En tous les cas, on vous souhaite... Ça reste un sujet passionnant, parce qu'en fait, c'est quelque part le reflet de l'âme humaine, et de ça. Tout à fait. L'être humain est à la fois blanc et noir. Voilà. On parle d'un cerveau reptilien. Quelque part, notre cortex doit le dominer. Et parfois, on a des individus horribles, comme vous avez décrit, qui font des choses horribles, où c'est leur cerveau, leur bas cerveau, si j'ose dire, qui les pousse à agir, et heureusement qu'on arrive à trouver les coupables le plus souvent. Jamais baisser les bras. Jamais. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir à toutes et à tous. Merci.